le thème du jour. Le CERTAM. L'AVH dispose pour la lecture une médiathèque, pour la formation un centre de formation, le numérique et les nouvelles technologies, un centre d'évaluation et de recherche des technologies pour les aveugles et malvoyants, le CERTAM. Le CERTAM, Manuel Pereira, le responsable du CERTAM, nous en dit plus. Quelles sont ses missions et qu'est-ce qu'on trouve sur son site internet? Bonjour. Alors, écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous, ça fait plaisir. Et puis, l'idée, c'est aussi que vous puissiez poser des questions. Donc, si vous avez, dans les présentations que je vous fais là, si vous avez la moindre question ou autre, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Alors, le CERTAM, ça veut dire quoi? CERTAM, déjà, ça veut dire Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour aveugles et malvoyants. Donc, c'est un service qui avait été créé en 2008 à l'AVH. Pourquoi? Parce que, en fait, on s'était rendu compte à l'époque qu'on manquait pas mal de données sur les aides techniques qui étaient proposées pour les déficients visuels. On avait aussi besoin d'avoir un centre de ressources à la fois pour les personnes concernées, donc pour les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes, mais également pour tous les professionnels qui travaillent pour ce public-là. Et les professionnels, c'est qui? Ça peut être tout simplement les missions handicap dans les entreprises ou dans les administrations. Ça peut être les ergonomes également. Et puis ça peut être les personnes forcément concernées, mais également l'entourage de ces personnes qui peuvent avoir besoin de venir chercher des informations sur les aides techniques. L'idée, c'était effectivement de non seulement de faire de l'évaluation des aides techniques avec des fiches qui sont publiées, qui étaient publiées, qu'on peut reprendre puisque c'est du Creative Commons. Donc si un tiers souhaite reprendre des fiches d'évaluation qui sont faites par le CERTAM, il peut le faire. Il suffit de citer la source et il peut publier ces fiches-là. Donc à la fois publication des fiches, mais également de la veille. C'est un volet très important, c'est-à-dire que l'idée, c'était, et ça reste, de pouvoir avoir une idée sur les nouveautés, les innovations qui sortent ou qui se préparent dans le domaine de la déficience visuelle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire assister forcément et être présent sur les salons qui existent, les différents salons qu'on a. Alors, il y a les salons que vous connaissez un petit peu peut-être du côté de la Réunion, même si je pense qu'il n'y en a pas à la Réunion encore, c'est les salons autonomiques. Et puis, il y a les salons internationaux. Donc, il y en avait un notamment à l'époque qui était à ses côtés, mais qui a beaucoup perdu depuis, qui est un salon qui avait lieu à Birmingham, en Angleterre. Et puis, il y a un salon incontournable en Europe qui s'appelle Side City, qui a lieu à Francfort. Et au niveau mondial, il y a un salon qui a lieu tous les ans aux États-Unis, qui traite de tout ce qui est déficience visuelle, entre autres, et éducation, qui s'appelle le CISAN, et qui avait lieu auparavant à San Diego, donc en Californie, et maintenant du côté de Los Angeles, à côté de Los Angeles, non loin des installations d'Euro Disney. Donc l'idée, c'est effectivement de faire de la veille sur les salons, et puis c'est aussi d'être en fait force de proposition par rapport aux sollicitations qu'on peut avoir, parce que on est souvent sollicité, alors à la fois par les fabricants de matériel spécialisés, qui nous demandent soit de tester, soit notre avis sur des prototypes, ça peut arriver, mais également pour du matériel un petit peu plus grand public et qui souhaite embarquer une couche accessibilité, et où là aussi on peut solliciter les équipes du CERTAM pour avoir un avis sur tel ou tel aspect de l'accessibilité. Donc c'est un volet qui est aujourd'hui assez, qui n'est pas le plus important,
mais qui est quand même là et qui fait que des fois ça permet quand même de changer pas mal de choses en termes de sortie d'appareils. L'équipe est peut-être composée de combien de personnes? Alors l'équipe elle est toute petite, elle est composée de 3 salariés. Moi je suis la personne qui dirige le CERTAM, et puis on a 2 évaluateurs professionnels. Il y a un évaluateur côté aveugle qui s'appelle Pascal Auvel, et puis un spécialiste de tout ce qui est basse vision qui s'appelle Jean-Pierre Carpanini et qui travaille sur ces aspects liés à la malvision. L'équipe s'est étoffée de bénévoles. On a essentiellement 3 bénévoles maintenant. D'une part, la vice-présidente de l'AVH à laquelle on est rattaché qui s'appelle Laurence de Roquefeuille. Il y a un monsieur qui travaille beaucoup dans le domaine de l'accessibilité, on va y revenir parce que je ne vous ai pas présenté ce volet-là pour l'instant, tout ce qui est accessibilité numérique, qui s'appelle Christian Voll, qui était administrateur de l'AVH, puisqu'en fait Christian va arrêter cette année, et il ne renouvelle pas son mandat du coup. Et une autre personne qui travaillait au comité qui s'appelle Denis Algalarondo. Voilà les personnes essentiellement, et puis on a des coups de main, donc comme Pierre qui de temps en temps, quand il peut, nous donne un peu un coup de main sur des aspects liés pas mal au web, essentiellement. Donc ça, c'est, on va dire, les origines du CERTAM 2008. Fin 2009, le CERTAM a lancé sa première version du site internet, qui est certam-avh.com, et qui a vécu jusqu'à au 11 février 2021, puisqu'en fait, le site n'avait pas été vraiment retouché depuis. Aujourd'hui, le CERTAM a fait à peu près 250 fiches d'évaluation. Les évaluations, elles concernent tout type de matériel. Ça peut être du matériel, on va dire du hardware, donc un lecteur DESI, GPS. Ça peut être des loupes, des téléagrandisseurs, ça peut être des téléphones adaptés, mais également donc, tout ce qui est software, donc logiciel. Et là, vous avez tout ce qui concerne les lecteurs d'écran, les logiciels de grossissement de caractères, des applications un peu particulières comme Seeing AI par exemple. C'est ça que j'étais venu vous présenter, je crois. Oui, dernièrement, oui. L'année dernière. Donc ça, c'est, si vous voulez, côté évaluation, c'est les fiches. Donc ça concerne tout ce qui peut toucher aux aides techniques disponibles pour les déficients visuels. Et puis, en 2016, l'AVH a fixé dans ses orientations stratégiques sur tout ce qui concerne l'accessibilité numérique. Donc l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles, mais pas que, ça peut être des intranets, ça peut être... a décidé d'en faire une priorité et donc a demandé au CERTAM de prendre en charge cette partie-là et en fait de promouvoir cette activité-là et surtout de prendre la parole par rapport aux difficultés qu'on peut tous avoir sur l'accès à Internet et aux applications. Ça a correspondu à mon arrivée, puisque moi je suis arrivé en septembre 2016 au CERTAM avec cette feuille de route par rapport à la promotion de l'accessibilité numérique. Pourquoi? Parce que l'AVH avait été assez absente sur ce secteur-là jusque-là. L'idée, ça a été de développer à la fois tout ce qui peut concerner la sensibilisation autour de l'accessibilité des sites web et des applications mobiles, mais également la formation et l'accompagnement des structures qui ont envie d'avancer sur ces sujets-là, donc de les accompagner avec la mise en place d'un accompagnement par le CERTAM. Et puis, il y a un volet sur lequel on a aussi travaillé depuis 2016, qui a été intégré aussi dans les orientations stratégiques et dans la volonté d'élargissement des missions du CERTAM, c'était le volet qui touche à l'accessibilité des documents, à la mise en accessibilité des documents. Pourquoi? Parce que
quand je suis arrivé moi en 2016 à l'AVH, les documents qui étaient proposés en interne par les différents services posaient très souvent de gros problèmes d'accessibilité, alors que c'est des documents qui se destinaient quand même à des déficients visuels, avec une partie du personnel qui est constituée de déficients visuels. Et donc l'idée, ça a été de promouvoir non seulement en interne le respect des bonnes pratiques pour rédiger des documents accessibles et des mails accessibles, mais également de former donc tous les acteurs des différents services à l'utilisation des outils qui existent pour pouvoir sortir des documents accessibles. Alors, sortir des documents accessibles qui pouvaient être soit des documents effectivement qui venaient de l'interne, et donc là forcément la sensibilisation, la formation faisait tout son sens, mais également pour inciter l'AVH dans les relations qu'elle peut avoir avec ses prestataires, de l'inciter à prendre en compte cet aspect-là dans les contrats qu'on peut avoir à signer avec ses prestataires externes pour la production de documents. Ça peut être la com, ça peut être d'autres gens. Donc là aussi, on a élargi considérablement les missions du CERTAM, et donc on a formé, on va dire maintenant, la quasi-totalité des chefs de service aux enjeux de la production de documents accessibles, et donc surtout savoir comment faire des documents accessibles. Et on a également formé tout le bureau à ces aspects-là. C'est un gros boulot de vulgarisation qui a été fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut quand même être assez satisfait du travail réalisé, même si c'est pas encore tout à fait complètement parfait, mais on a quand même un pourcentage de documents accessibles qui est produit par l'AVH qui devient maintenant très significatif. Donc c'est quand même pas mal. On a beaucoup focalisé sur l'accessibilité numérique ces dernières années, et on a notamment co-organisé un événement autour de l'accessibilité qui s'appelle A11Y Paris, qui était un événement qui a lieu tous les temps jusqu'à présent, puisque avec la pandémie l'an dernier on n'a pas pu le faire, et je crois que cette année on est mal parti également pour. Et l'intérêt de cet événement-là avait des doubles. D'abord, ça permettait de réunir dans un même espace des experts et des non-experts qui pouvaient échanger. Alors, il y a échangé comment? Alors, il y avait d'une part, une partie conférence avec un aspect interactif. Les gens peuvent poser des questions à l'issue de chaque session. L'idée, c'est vraiment que les gens qui viennent à la tribune soient là aussi pour répondre aux questions de la salle et surtout faire intervenir des gens qu'on n'entend pas tous les jours. Par exemple, la première année, on a fait la demi-journée, c'était une après-midi chez Google. On avait 200 personnes dans la salle, ce qui est quand même, on était très surpris par les retombées en fait de l'événement. Et donc, on a fait intervenir, par exemple, des gens comme Oura, qui sont venus nous expliquer comment ils avaient fait un peu de l'accessibilité malgré eux sur leur site. Et l'idée, ça a été d'échanger. Et alors, normalement, toute cette demi-journée ou cette journée se termine par un cocktail pour que justement, ensuite, les gens puissent encore échanger, réseauter, comme on dit, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir dans leurs activités. Donc c'est un événement qui a eu lieu donc la première année chez Google, la deuxième année on l'a fait chez Microsoft, on avait 250 personnes, plus une centaine de personnes qui étaient connectées à distance, puisque pour la première fois on avait fait l'événement en live, et malheureusement l'année dernière on l'a pas reproduit, mais on sait déjà ce qu'on veut faire. Le prochain événement normalement se tiendra sur une journée avec une partie atelier pratique, une partie conférence. Et puis également, on devrait organiser un hackathon, puisqu'on avait déjà des gens qui étaient prêts à venir chez nous pour participer à ce hackathon. Il y avait Orange qui voulait en être, il y avait un certain nombre d'autres structures qui étaient prêtes, le Pôle emploi, enfin bon.
Donc voilà par rapport à l'accessibilité numérique. Donc voilà, c'est un événement qui est appelé à se répéter, mais on va attendre que ça s'arrange. C'est pas possible de faire en ligne cette année, non? Non, pour l'instant, on est parti plutôt sur du présentiel, nous, et donc du coup cette année, on risque de le reporter. Alors on va peut-être faire quelque chose en ligne, mais on va dire, enfin, ce sera pas de la dimension quand même de l'événement. Alors, on va partir sur le site. Le site a été mis en place cette année, ça, non? C'est début d'année. Il y avait un site internet, comme je vous le disais tout à l'heure, qui avait été créé, qui s'appelait certam-avh.com, et qui avait essentiellement pour vocation de reprendre les fiches qu'on publiait, de faire un listing des distributeurs et des fabricants, et puis de faire quelques actualités sur des événements auxquels on pouvait participer. Et là, l'idée qu'on a eue, ça a été d'élargir vraiment les choses. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, de conserver cet aspect de publication des fiches d'évaluation, mais en les éclatant complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez aller consulter une fiche, ben vous allez avoir un petit truc qui s'appelle l'essentiel, et puis vous allez avoir la fiche d'évaluation en tant que telle, un focus d'utilisation, et ensuite, si vous voulez aller vraiment fouiller la fiche, vous allez avoir la fiche technique avec toutes les caractéristiques techniques. Et dans la fiche d'évaluation, c'est une grande nouveauté, c'est que, bon déjà elle est plus ramassée qu'avant, la fiche d'évaluation telle qu'elle, et surtout, il y a des notes qu'on met, notamment, par exemple, pour tout ce qui concerne la performance, des choses comme ça. Voilà, et il fallait absolument remoderniser un peu tout ça, et du coup, voilà le schéma auquel on est arrivé. Donc vous avez une fiche d'évaluation avec des notes, qui est synthétique. Vous avez un focus sur l'utilisation. Vraiment, on met l'accent sur l'utilisation avec les principales caractéristiques techniques. Et puis, pour les technophiles, pour ceux qui ont envie d'approfondir les sujets, ils ont la possibilité d'aller fouiller dans le détail les caractéristiques techniques des fiches. Donc ça, c'est une grande nouveauté, la restructuration complète que je vous invite à aller voir. Alors, attention, on a repris le contenu qui a été repris, on ne l'a pas modifié, donc là pour le coup il n'y a rien de nouveau, mais toutes les nouvelles fiches, là par exemple on vient de faire une évaluation de la Focus 40, par exemple pour les gens qui ont une plage braille, 5e génération, là elle est faite suivant le nouveau modèle. On a fait par exemple une mise à jour des bracelets N-Vibe, qui sont des bracelets de guidage avec des vibrations, pareil. Donc toutes les nouvelles fiches maintenant seront fondées sur cette nouvelle structuration pour vraiment vous faciliter la vie. Autre nouveauté, c'est la rubrique, des dossiers thématiques qui se font sous forme d'articles et qui, en fait, peuvent traiter pas mal de sujets. Ça peut être de l'accessibilité numérique. Là, on a fait un très beau sujet en 3 articles sur les sites publics et le non-respect par les sites publics des obligations auxquelles ils devraient se soumettre. C'est un dossier, 3 articles qui a été fait par Christian Voll chez nous, que je vous invite à lire, qui est vraiment génial, qui a suscité pas mal de réactions, mais qui pointe vraiment les difficultés qu'on peut avoir par rapport au respect de la loi. Et donc voilà, l'idée c'est de publier des articles de façon très régulière sur l'accessibilité numérique, puisque c'est le deuxième volet du site, c'est tout ce qui concerne l'accessibilité numérique. Et là, on a la possibilité maintenant de publier des choses régulières et de pouvoir prendre la parole et se positionner concrètement sur des sujets importants qui nous concernent tous aujourd'hui, que sont l'accessibilité des sites web et des applications mobiles. On a enrichi notre site web aussi de la possibilité qu'on va utiliser de faire des vidéos. Par exemple, aujourd'hui, il y a des fiches sur lesquelles maintenant on fait des petites vidéos de présentation des fiches.
avec un player qui est totalement accessible, puisqu'on a pris un player qui s'appelle Able Player, qu'on peut complètement gérer quand on ne voit pas, que ce soit tout ce qui est défilement, lecture, etc., mais aussi gérer si on met de l'autodescription, si on fait des choses comme ça. Tout est prévu pour, y compris la possibilité de faire des lives pour des événements, pour des conférences, des choses comme ça. Donc on a vraiment essayé de refaire un site totalement moderne, avec également une restructuration des ressources qu'on cite sur le site. Donc vous avez des ressources à la fois maintenant pour tout ce qui concerne les évaluations des fiches distributeurs et fabricants qu'on a mis à jour, mais également des ressources pour tout ce qui touche l'accessibilité numérique qu'on va enrichir progressivement et qui vont nous permettre, par exemple, si vous ne savez pas où aller chercher le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, vous allez venir là, vous allez chercher le RGA et vous allez cliquer dessus, ça va vous envoyer directement sur le site où vous allez avoir le RG2A. Voilà, donc c'est vraiment une modernisation complète. On a intégré, on a refait les flux RSS pour les gens qui veulent suivre des actus du CERTAM via des flux RSS. On a ouvert un compte LinkedIn, on a ouvert un compte, on était déjà présent, mais on est sur Facebook et sur Twitter. Et tout ça est automatisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on publie une actualité sur le site, systématiquement, vous allez avoir une information qui part sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et également en fil RSS. Le site, lui, est totalement accessible, mais on a tenu à ce que le back-office, donc la partie administration du site, puisse être gérée par des définitions visuelles. Et c'est le cas. Aujourd'hui, que ce soit Pascal, que ce soit moi, on peut administrer nos contenus directement. Il y a juste l'aspect visuel où là on est quand même, on préfère demander à des voyants parce que parfois il faut reformater les visuels, etc. pour que ça colle avec la charte graphique, etc. Et on a également offert la possibilité aux visiteurs du site. Alors, par défaut, nous, on a choisi la police Luciole, qui est, je sais pas si... Une police qui a été créée seulement pour les malvoyants. Exactement. Donc, par défaut, c'est cette police-là qu'on a mis en ligne. C'est un parti pris. Mais, il y a la possibilité, grâce à un petit module d'accessibilité qu'on a mis en ligne sur le site, la possibilité de basculer, par exemple, sur de l'Arial, si vous voulez de l'Arial, et la possibilité de jouer sur les tailles de caractères, de fond, etc. aussi, voilà. Donc on a vraiment complètement modernisé l'outil. On espère que les gens vont y adhérer parce que c'était un travail énorme pour nous d'1 an. Les premiers retours qu'on a sont plutôt très positifs, mais bon. Et là, ça, en ce moment, tu peux nous dire quelques mots parce qu'il y a une enquête aussi sur le site. Oui, tu fais bien de parler de cet aspect-là. Ça, c'est un dernier aspect que je voulais aborder. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on parle beaucoup d'accessibilité, par exemple d'accessibilité numérique, etc., pour les déficiences visuelles, de problèmes de manque d'accessibilité, etc. Le souci qu'on a, c'est qu'on a très peu de données chiffrées sur ces aspects-là. Et du coup, quand on va voir des administrations, quand on va voir des entreprises, des sociétés privées, on était un peu le bec dans l'eau parce qu'on n'avait pas de chiffres tangibles à donner, on avait des approximations, des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en ligne régulièrement des enquêtes. On en a fait une sur les habitudes d'achat en ligne des personnes déficientes visuelles, par exemple, que je vous invite à lire, qui est en ligne. On en a une là, qui est on a une enquête qui est destinée à rester en permanence sur le site. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mesurer des éléments basiques par rapport à la déficience visuelle, c'est-à-dire quel logiciel de grossissement de caractère vous utilisez, quel lecteur d'écran vous utilisez, sur quelle plateforme sur quel système d'exploitation vous êtes. Et l'idée, c'est que les gens viennent régulièrement sur le site quand je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes sur Windows 10 et que vous utilisez JAWS, mais que demain vous utilisez NVDA et que vous laissez tomber JAWS, que vous venez rectifier et que vous venez répondre à l'enquête en disant moi maintenant j'utilise NVDA, j'utilise plus JAWS.
Donc l'idée, c'est d'avoir des données aussi pour nous, pour les communiquer, sur les utilisations des personnes déficientes visuelles en termes de logiciels de base. Est-ce que vous êtes aujourd'hui plus sur Mac que sur PC? Est-ce que vous êtes plus sur Windows 10 ou sur des systèmes antérieurs? Est-ce que vous utilisez plus JAWS que NVDA ou inversement? Est-ce que vous utilisez plutôt ZoomText ou la Loop Windows? Vous voyez, donc avoir des retombées récurrentes, régulières là-dessus. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de mener des enquêtes régulières sur des thématiques. Ça peut être une enquête sur les sites de e-commerce, ça peut être sur les sites bancaires, ça peut être sur les assurances, des secteurs comme ça qu'on peut toucher en faisant jouer des parcours aux utilisateurs et en ayant des retours derrière. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur tout le monde. C'est-à-dire que vous, en termes de comité, vous avez tout à fait la possibilité de nous solliciter, de nous dire, tiens, on aimerait bien peut-être travailler avec vous pour construire une enquête autour de telle ou telle thématique. Le site est fait pour ça. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un outil qui est fait sous Microsoft Forms et qu'on puisse construire ensemble des enquêtes pour qu'on les mette en ligne et que les gens viennent répondre. Et l'idée, c'est de jouer à la fois AVH, mais de jouer interassociatif. C'est-à-dire que si d'autres associations veulent venir avec nous et veulent co-construire des enquêtes, il n'y a aucun souci, y compris des secteurs d'activité. Si un syndicat professionnel a envie de savoir ce que les personnes déficientes visuelles attendent en termes d'accessibilité dans le secteur de l'électroménager, par exemple, ou autre, bah, voilà, allons-y, on construit l'enquête et on voit la réponse, et on a les réponses des gens. C'est un site multiplateforme, quoi. Oui, bien sûr, tu peux l'utiliser sur, oui, ça va de soi, je ne vous l'ai pas dit, mais Ouais. on peut l'utiliser sur toutes les plateformes qu'on veut, il est responsive, on peut l'utiliser sur l'iPhone, sur Android, sur la tablette. Il y a eu de retour la police Luciole, Manuel? Nous, la police Luciole, on l'a intégré parce que bon, voilà, on avait envie de faire quelque chose par rapport à la DLR aux non-voyants, aux malvoyants, pardon. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'on n'a pas de retour négatif sur cette police, qui a suscité un peu de débat là, chez nous à la VH. Mais moi, depuis qu'elle est en ligne sur le site, je n'ai vraiment aucune remarque. Donc c'est quand même que les gens sont plutôt partants pour utiliser cette police-là. Alors moi, je suis pas malvoyante, hein, mais je l'ai quand même mis sur mon ordi, c'est ce que j'utilise et je la trouve très agréable, hein, sincèrement, bien lisible. Et alors c'est vrai que j'ai pas de problème de myopie, mais voilà. Et c'est vrai que je la trouve très bien. Je crois que les gens la connaissent pas encore, donc. Ben voilà, c'est pour ça qu'on l'a mise nous sur le site par défaut, pour un peu la vulgariser. On n'a pas eu de retour négatif du tout. Globalement, ce qu'on a comme retour, c'est que les gens sont très contents, c'est bien structuré, ils peuvent aller vite chercher des informations. Donc c'est en termes on a appliqué la règle des 3 clics. Hein, voilà, pour aller chercher une information, il faut pas plus de 3 clics, c'est ce qu'on dit. Et donc on a vraiment respecté ça à la lettre sur le site. Et du coup, je pense que globalement, les gens sont assez contents de la structuration qu'on a faite et de l'architecture qu'on a mise en place. C'est un gros boulot et c'est vrai que c'est agréable. Donc, moi, je dirais que maintenant, il faut qu'ils soient un petit peu connus, il faut que les gens sachent que ça existe. Comme tous ces trucs d'information, hein, je pense qu'il faut qu'ils fassent sa place sur Google et tout ça dans le moteur pour qu'on tombe dessus quand on cherche quelque chose. L'objectif, c'est vraiment de l'alimenter aussi en termes d'information, quoi. Et c'est pour ça que les articles, c'est quelque chose d'important de publier des choses pour que régulièrement les gens viennent et qu'ils sachent qu'il y a de la nouveauté. Parce que si un site qui reste statique, c'est pas bon du tout. Donc l'idée, c'est d'agrémenter à la fois par nos évaluations, mais aussi par des articles de fond, le site pour que les gens aient envie de venir régulièrement voir ce qu'il y a dessus. Donc de toute façon, si on veut un renseignement sur un produit, on peut même s'il n'a pas de fiche, on peut vous contacter. Bien sûr. Vous pouvez soit nous contacter par mail, soit nous appeler à l'association, il n'y a pas de souci. On répond comme d'habitude et si on n'a pas la réponse, on essaie de la chercher et de vous la donner. Tu peux nous dire ce que vous venez de tester, quelles fiches, les dernières fiches? On a fait plusieurs choses. Hein. On a fait l'Orcam Read, là, qui est un système, une variante de l'Orcam Reader, moins cher, mais pour lire des documents. On a fait la Focus 5e génération, qui est
la plage braille développée par Freedom, qui est un très bel outil. On a évalué un système de guidage GPS extérieur avec des petits bracelets vibrants qui s'appelle Envibe. Voilà, qui est un système assez original, puisqu'en fait, le principe, c'est vous avez un bracelet sur chaque poignet, et en fait, les différentes combinaisons de vibrations vont vous donner des instructions, soit pour traverser, pour aller devant, tourner à droite, tourner à gauche, voilà. Donc c'est un système assez intéressant et original. Et comme application, Moovit, vous avez déjà On a refait un versionning de Seeing AI. Oui. L'application de Microsoft que vous avez en ligne, là, qui est en ligne, et qui, avec une petite vidéo d'ailleurs. Donc ça, c'est la dernière évaluation qu'on a faite en termes d'application. Enfin, dans les tuyaux, il y a l'évaluation du Mini Vision 2, de Capsys. Il y a une évaluation de Rango, qui est un système de canne électronique, qui est en cours de finalisation. Là. D'accord, mais ça va donner envie justement aux personnes d'aller voir le site. Oui, on espère. De toute façon, encore une fois, si vous suivez les réseaux sociaux, le CERTAM sur les réseaux sociaux, vous serez forcément informé. Ok, Emmanuel, on va te libérer. Bien, écoutez, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à nous faire des suggestions, elles sont toujours les bienvenues. Et puis encore une fois, si vous avez des choses que vous souhaiteriez qu'on évalue, eh bien, faites-nous des suggestions, on est ouvert à tout, il n'y a aucun souci.